Donc bonsoir à tous, je m'excuse terriblement pour le retard. Aujourd'hui je vais me... Enfin déjà je précise que c'est sur la physique et je vais me baser sur 3-4 documents. Premièrement, ça c'est juste mon cahier de physique et donc du coup le cours, c'est un cahier d'exercice que j'ai acheté. L'évaluation de physique et l'activité 1 sur du coup les ondes lumineuses. Ainsi que du coup je vais faire le titre massique mais je vais avoir besoin du document et aussi de l'activité 3 aussi du coup du document et voilà, si je dis pas de bêtises c'est tout. On va commencer par je vais vous rappeler, je vais vous demander de aussi regarder les vidéos de récapitulatifs que j'avais faites précédemment, je vous les mettrai sur le groupe. Et juste un petit rappel du coup. Alors, comment est-ce que j'ai fait ça? Ouais, alors, ici, il y a 3 rayons de lumière. Donc, on a le premier rayon qui est ici réfléchi, le deuxième rayon qui est incident et le troisième rayon qui est réfracté. Je l'ai noté R et R ici, donc vous embrouillez pas. Ici c'est réfléchi, ici c'est réfracté. Ah non, pardon, c'est celui-là le premier rayon. Le premier rayon, donc incident, va transpercer du coup le rayon réfléchi. Va transpercer ce qu'on appelle ici le dioptre blanc. Et les trucs en pointillés que j'ai mal fait, hein, on appelle ça la normale. Le premier rayon, donc c'est le rayon incident. Le troisième rayon, c'est le rayon réfracté, excusez-moi. Et le deuxième rayon, c'est le rayon réfléchi. Il est important de noter que ça, donc rayon incident plus rayon réfracté, c'est la loi de réfraction. Et le rayon incident plus rayon réfléchi, c'est la loi de réflexion. La loi de réflexion nous dit que le rayon incident est égal au rayon réfléchi. Et la loi de réfraction nous dit que du coup, par la loi de Snell-Descartes, il y a une égalité entre les deux avec les sinus et tout ça, tout ça. Donc on va du coup transitionner ça avec la loi de Snell-Descartes. Où est-ce que j'ai mis Je vais à mon effaceur, c'est pas grave. La loi de Snell-Descartes nous dit que du coup N1 fois sinus de I est égal à N2 fois sinus de R. Et avec N est égal à V sur C, si je dis pas de bêtises. Regarde ça sur mon cahier direct, rapidement. Alors, C sur V avec C est égal... C, c'est bien la célérité de la lumière dans le vide, si je dis pas de bêtises. Alors, laissez-moi regarder rapidement. Désolé. Fraction, c'est... la vitesse de la lumière dans ce milieu. Ouais, ok, d'accord. Ouais, j'avais raison. Donc, ici, je vais effacer ça. Alors, excusez-moi. Je sais même plus où est-ce que je mets mes affaires. C'est pas grave. C'est égal à V sur C avec... non, C sur V, du coup, je dis complètement n'importe quoi. C sur V, et donc C est égal à 3,00 fois 10 puissance 6, si je dis pas de bêtises. Donc, voici la loi de Snell-Descartes. Donc, N, c'est le milieu d'un... C'est l'indice optique, d'un milieu. Et donc là, du coup, N1, par exemple, pourrait être l'air. Et N2 pourrait être une lentille. Donc, du coup, le plexiglas. Et N1, donc si c'est R, N de R est égal à 1. Parce que la vitesse, donc 3,0 fois 10 puissance 6, et on remplacera V, du coup, par aussi 3,0 fois 10 puissance 6. Pourquoi? Parce que donc V, ça représente, encore je répète, la vitesse de la lumière dans le milieu. Donc à quelle vitesse se déplace la lumière dans l'air.
et elle se déplace du coup identiquement ou presque identiquement à 3,0 fois 10 puissance 6. C'est pour ça qu'on dit que NR est égal à 1. Et donc du coup on aura juste à calculer sinus de I, donc le sinus de l'indice de l'angle incident, qui sera égal du coup à N de 2. Donc là dans le cas du coup de mon exemple, on prendra le N du plexiglas fois sinus de R qui sera du coup l'angle réfracté. Voilà, je pense que j'ai tout dit sur la loi de Snell-Descartes. Quand est-ce qu'on l'utilisera? C'est du coup dans les cas où on te donne par exemple 3 variables et qu'on te demande de calculer une de ces variables. Donc par exemple, imaginons qu'on veut calculer N2, donc N de plexiglas, l'indice optique du plexiglas, et que du coup on te donne sin de R, enfin du coup on te donne juste R, par exemple en te disant ouais l'angle réfracté c'est R, et ou alors même pas, on te donne même pas l'angle réfracté, mais on te demande de le calculer avec des variables que tu connaîtras. Enfin bref, vous vous y retrouverez. Et vous devez au moins avoir 3 variables que vous connaissez, parce que c'est une équation à la fin en gros. Donc N2 on connaît, enfin on connaît pas du coup, pardon. Sin de R on connaît, N1 on connaît, et sin de I on connaît. Donc du coup on fait juste l'équation. N2 est égal à les trucs qu'on connaît. Donc du coup je vais faire une équation très rapide. Je suis très rapide, comme l'éclair, vraiment très rapide. Putain, je sais pas faire une équation. Je suis tellement fatigué. Excusez-moi, je vais pas le faire, mais bon, vous comprenez l'idée. On va aussi passer du coup à l'identification des spectres avec cette feuille-là, donc l'activité 1. Comment est-ce qu'on fait ça? En gros, ici, vous voyez, en gros, on devait remplir un tableau comme celui-ci, là. Je vous demande de le prendre, ce sera plus pratique. Et en gros, on voit que les deux spectres ici sont identiques. Enfin, dans le sens où ici c'est le spectre de l'argon et ici c'est le spectre du soleil. Et en gros, la longueur de chaque spectre est égale. Ça veut dire que on peut techniquement les superposer puisqu'elles sont égales. Donc, ce que j'ai fait, c'est juste pour remplir le tableau. En gros, on doit se connaître cette longueur d'onde. Car oui, en gros, le problème, c'est de connaître chaque longueur d'onde ici. En remplissant le tableau, on ne connaît aucune de ces longueurs d'onde. Et en gros, ce qu'on fait, c'est qu'on connaît du coup toutes ces longueurs d'onde là qui sont sur ce spectre-là. Et en gros, on va juste superposer chaque ligne de ce spectre inconnu sur ces lignes-là. Je ne les ai pas toutes faites, hein, mais par exemple, j'ai fait la première là. Juste ici, un petit trait bleu là. Il est juste en dessous de là. On peut faire aussi l'inverse, mais j'ai fait celui-là, c'est plus simple. Et donc le deuxième aussi, j'ai fait de même, etc. Et en gros, pour les plus perspicaces d'entre vous, on va faire une règle de 3. Comment? Je vais l'expliquer, du coup voilà. Je vais faire les deux spectres. Ici, 1, 2, et 1, et 1 ici, donc voilà. Et donc du coup 390 et 404, ce sont les longueurs du tableau. Et voilà. Donc, j'ai juste pris une seule partie, je vais faire le premier, ça va être plus simple. Donc ici, on a première onde qui est égale à 390, et ici, celle-là, la deuxième, celui de l'argon, du coup, enfin du spectre d'argon. La deuxième onde est égale à 404 nanomètres, toujours. Et ici, on a le 1, donc je vais le nommer X, parce que c'est l'inconnu, et on veut le savoir, on veut connaître cette onde-là, mais on ne la connaît pas. Donc ce que je vais faire, c'est que comme j'ai dit que mon spectre est de même longueur, voilà, il n'est pas de même longueur, hein, mais imaginez qu'il est de même longueur, je vais le superposer, prenant un autre feutre, sur mon premier spectre avec celle où je connais toutes les mesures. Et maintenant, je vais tout simplement prendre à la règle, parce que c'est une histoire d'échelle, je vais prendre à la règle la mesure entre 390 et 404, ce qui me donnera 1,3 cm. On le connaît, enfin je l'ai fait à la règle, donc voilà, ça vous épargnera du temps. 1,3 cm est égal à la différence
entre 390 et 404, mais seulement en centimètres, pas en nanomètres. La différence en nanomètres, elle, on va la calculer juste maintenant. On fera juste 404 moins 390. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Bah, vous verrez justement. Donc 404 moins 390, ça fait tout simplement 14 nanomètres. On a pour l'instant deux variables, deux mesures qu'on connaît. Maintenant, troisième mesure qu'on veut connaître, car oui, c'est la règle de 3. On fait tout simplement la différence en centimètres, parce qu'on ne peut pas connaître en nanomètres là, la différence en centimètres de la 390, donc le début de ce qu'on connaît, et la ligne bleue, donc notre ligne qu'on ne connaît pas. Et ça nous fait 0,8 cm, soit 8 mm, si je dis pas de bêtises. Et donc du coup, on se retrouve avec 0,8 cm, 14 nanomètres et 1,3 cm. Et on le rentre dans notre tableau. 1,3 est égal du coup à 14 qui est égal à... après on a 0,8. Et mon tableau, il est juste là. Pourquoi est-ce que je les arrange dans ce sens-là? Parce qu'en gros, ici 1,3 la différence en centimètres. Ici 0,8 la différence en centimètres. 1,3 c'est égal à 14 nanomètres. C'est tout simple. Et maintenant on fait notre règle de 3. Ce qui nous donnera 8,6 si je dis pas de bêtises. Et ça ne s'arrête pas ici. Parce que ça ne nous donnera pas la longueur d'onde en nanomètres. Ça nous donnera tout simplement la différence entre 390 et la ligne bleue. Donc 8,6 nanomètres. On va l'ajouter à 390 pour déterminer cette longueur. Donc 390 plus 8,6, ça nous fait 398,6. Ce qui nous fait à peu près 396,8 si je dis pas de bêtises. Ouais, voilà, 396,8 qui est du coup la longueur qu'on voulait déterminer, qui est sur le tableau. Oui, car en gros, on a un tableau avec toutes ces longueurs-là et on prend juste tout simplement la longueur qui est le plus proche de ce qu'on a trouvé, quoi. Donc en gros, le dernier calcul, c'est 390. Donc la longueur d'onde initiale qu'on connaît, plus la différence qu'on a calculée. Donc 398,6 qui est à peu près égal à 396,6 qui, 8, qui nous donne du coup le calcium. Et c'est pour ça qu'on met du coup le calcium ici. Voilà. Je vais arrêter ici. Donc, excuse-moi. Alors, en physique, reproduction d'image, on a ce qu'on appelle, l'axe optique. Retiens-le, parce que c'est important pour les descriptions. Il nous a dit qu'on allait devoir parfois faire des trucs avec l'axe optique. Et donc ça, c'est l'axe optique. Je vais t'apprendre le vocabulaire dans cette vidéo, parce que c'est très important. Dans l'axe optique, dans une reproduction d'image, on a forcément une lentille qui est, elle, convergente. Pourquoi elle est convergente? Parce qu'on ne peut pas reproduire une image avec une lentille divergente. Enfin, le prof m'a dit qu'il n'y aurait pas ça, bref. Donc, une lentille convergente, tu le fais de cette manière-là. Et si tu veux faire une lentille divergente, tu ferais tes traits là de cette manière-là. Genre sans du coup ça là, sans le petit truc en bas, mais donc il y a juste ça, tu vois. Donc voilà, les deux traits, donc ça c'est lentille convergente. Et on a un objet qu'on va mettre sous forme AB, donc la mesure AB, et on veut savoir comment faire pour calculer l'image. Donc ça, c'est ce qu'on te donnera, enfin c'est ce que peut-être tu devras dessiner, mais c'est ce que on te donnera le jour du DST, peut-être. C'est ce qu'en tout cas il y avait pendant le test de Monsieur Méry là, sur le dernier exercice avec les sapins et Monsieur Lopez et tout. Donc bref, et on doit calculer l'image A', B'. Comment on fait ça? Alors, je vais ajouter le point O qui est l'intersection entre l'axe optique et la lentille. C'est le point O, très important. Et dans l'énoncé, on te donne forcément d'une manière ou d'une autre F'. F, je tiens à le préciser, F' est comme ça. Genre en minuscule, pardon. Soit par la formule C est égal à 1 sur F', et on te donne du coup C. Ici, on te donne C, par exemple, C qui est en dioptrie. La dioptrie, c'est la mesure de la vergence. C, c'est la vergence.
Donc imagine on te dit qu'il y aura une vergence de plus 5 dioptries. Et en gros, tu fais juste une simple équation. Donc là, il y a 5. Donc là, tu as 1 et là, tu as f' qu'on veut calculer. Bah, tu fais juste une équation. Bah, je te dis pas comment faire parce que tu sais déjà, mais bon, bref. Et donc f', on va dire que f' est égal à 3 cm. Et en gros, f', je vais le poser du coup ici. On aura f grand prime, donc grand f'. Et de l'autre côté, j'aurai grand f. Ici. Comment est-ce que j'ai trouvé grand f'? J'ai juste pris O et j'ai mis 3 cm d'écart. Et donc on a notre longueur OF'. Et pourquoi est-ce que j'ai mis le point F ici? Parce qu'en fait, la distance focale, elle est identique des deux côtés. Donc là, tu peux faire ici. Et donc O est le milieu de FF'. Ici 3 cm, ici 3 cm. Et FF' est égal à 6 cm. Pour l'instant, je te suis, mais de toute façon, tu peux toujours retourner en arrière. Alors, après... Pour calculer du coup, alors là maintenant on a nos foyers, nos foyers. Foyer image, foyer objet. Objet ici, image ici. Ici foyer, image du coup. Alors, maintenant, n'oublie pas les nommer les points. Hein. C'est f' qui est à droite et f qui est à gauche. Maintenant on va faire du coup appliquer les propriétés des rayons. Première propriété, donc premier rayon, c'est le rayon est parallèle à l'axe optique. Il passe par la lentille. Et il passe après il est dévié et il passe par le foyer et il continue. Premier rayon ici, parallèle à l'axe optique comme je l'avais dit, il traverse la lentille et dès qu'il traverse la lentille, il est divergé et il passe par f' et il continue. Pourquoi est-ce qu'il continue? Parce qu'on n'a pas encore déterminé le deuxième rayon qui va nous permettre de connaître b'. Maintenant, je vais faire B' et c'est le plus simple. B, on commence à B et on le fait passer par O, le deuxième rayon. Et on continue jusqu'à que ça touche le premier rayon. Donc là, le B et on fait passer par O et on trace la droite BO et qui passe. Et il n'y a aucune déviation, c'est une droite, hein, t'inquiète. Et donc maintenant, c'est une intersection qu'on a là et on a B' et on a A'. Ding ding ding. Voilà. Et donc ton image, elle est ici. Et techniquement, on peut faire le troisième rayon. Il est vraiment pas nécessaire. Hein. Donc troisième rayon, c'est vraiment l'inverse du premier rayon. Donc parallèle à l'axe optique, mais du côté f', donc du côté de l'image. Et puis après, il passe par le foyer objet, et il passe par f. Ici, en gros, genre parallèle à l'axe optique côté image, ici. Et après, il passe par par F tout simple, et il passe par O. Voilà, j'ai fait un truc dégueulasse, mais bon, bref, you get the idea. Alors, voilà. Est-ce que je t'ai tout dit? Oui, l'agrandissement maintenant. En gros, l'agrandissement, c'est A'B' sur AB. Et il sera, quoi qu'il arrive, il sera négatif. Pourquoi est-ce qu'il sera négatif? Enfin, dans ce cas-là, il sera négatif parce qu'il est en dessous. Tu vois ce que je veux dire? L'image est en dessous. En gros, verticalement, l'image est en dessous. Et là, l'image est positive parce qu'elle est au-dessus de l'axe optique, bien sûr. Et aussi, une dernière chose, toutes les mesures ici sont négatives et toutes les mesures ici sont positives. Dans une lentille convergente, bien sûr. Dans une lentille divergente, ce serait l'inverse. Ici, toutes les mesures seraient... Ah non. Non, pardon. Toutes les mesures sont négatives quoi qu'il arrive, en fait. Et ici, F, pour une lentille convergente, du coup, F' est du côté de l'image et F est du côté de l'objet. Et dans le cas d'une lentille divergente, F' serait ici et F serait là.